Donc nous allons commencer par un duo, c'est un style que nous aimons bien faire, avec notamment une dame qui s'appelle Valérie Blanchot-Courtois, qui est polytechnicienne, docteur en sciences, présidente de Human Venture, le comité de sélection de l'incubateur de PACA Est. Et elle, pour elle, la compréhension du monde et des humains par la connaissance et la culture est une chose absolument essentielle. Et ce qui est intéressant pour moi dans cette dame, que j'ai déjà entendue plusieurs fois, c'est qu'elle va du rationnel à l'irrationnel. De polytechnique, elle est capable de vous parler de méditation et de yoga. Donc c'est un style un peu différent, c'est très intéressant. Et puis nous avons Christophe Hague, qui lui est professeur à l'EM Lyon Business School, chercheur en psychologie sociale, chroniqueur pour le Harvard Business Review en France et également dans le magazine de santé de France 5. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Il y en a un qui ne cite plus, parce que ça fait déjà un moment, mais qui a fait un tabac à l'époque, qui s'appelait La Poulpatitude. Alors rien que le nom déjà, c'était quelque chose qui interpelle, mais aujourd'hui, il a écrit un livre plus récemment sur la contagion émotionnelle. Et dans ce livre, il explose que pour lui, la réalité du transfert émotionnel d'une personne à une autre est une chose tout à fait réelle. Donc tous deux vont nous parler en fait de leur approche de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pourquoi l'IA est une opportunité pour le développement des intelligences humaines, émotionnelles, intuitives, collectives. Et donc la grande question à laquelle ils vont essayer de répondre, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre, qu'est-ce que je suis prêt à gagner. Merci, merci à Sacha de m'avoir invité à parler d'intelligence artificielle, sachant que c'est absolument pas mon sujet. Et donc, j'adore. Moi, ce que j'aime dire, c'est que je me présente par ma raison d'être. Et donc, moi, ma raison d'être, c'est créer le déclic pour libérer la profondeur et impulser la transformation. Et donc ça, c'est ma raison d'être en tant qu'être humain, mais c'est aussi ma raison d'être, la raison d'être de l'entreprise que j'ai créée il y a 16 ans pour la mettre en musique, qui s'appelle Human Ventures, des entreprises, des aventures humaines, pardon. Et je viens là aujourd'hui pour témoigner sur ce sujet qui n'est pas le mien, mais je vais donc témoigner par rapport à la façon dont je le vis, moi, à titre personnel, à titre professionnel, et comment je vois que ça comment mes clients, finalement, et les personnes avec qui j'interagis, comment ils le vivent. Donc, on va. Alors, moi, mon sujet, c'est l'humain, ça c'est clair. Et donc, l'intelligence artificielle, moi, ça m'interpelle, en fait, par rapport à l'être humain. Donc, c'est ce rapprochement que je vais faire. Puis après, on va dialoguer sur l'aspect émotionnel avec Christophe. Et on est supposé vibrer ensemble. Hein. Donc, je sais pas, il faudrait peut-être que vous nous disiez si ça vibre ou pas. Parce qu'on a une commande, en fait. Elle nous a dit il y a intérêt à ce que ça vibre. Voilà. Alors, déjà pour commencer, peut-être replanter le sujet. On parle d'IA, on parle de digital. Donc tout ça, c'est des vagues finalement de transformation profonde du monde. Le digital étant avec nous depuis fort longtemps. Moi, l'image que j'ai, c'est un peu cette vague de transformation. C'est un peu comme une mer avec des vagues. On est dedans, on est porté dedans. Et puis l'IA vient là-dedans. Moi, je veux ça un peu comme des îles qui viennent un peu perturber justement les mouvements de houle, les mouvements des vagues, avec quelque chose de profond en termes de capacité de transformation. Et moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est intelligence artificielle, mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire parce que tout le monde en parle. C'est clair que ça a pénétré nos vies. Il y en a partout. D'ailleurs, en clair, souvent, on croit qu'il y en a là où il n'y en a pas. Et on ne se rend pas compte qu'il y en a là où on pense qu'il n'y en a pas. Enfin, vous l'inverse, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est quoi la définition de l'IA, quoi? Intelligence artificielle. Je veux dire, on parle de trucs, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors, du coup, j'ai de la chance parce que mon fils, qui a 23 ans, qui est ingénieur, en fait, il fait une thèse. Devinez sur quoi? Sur l'intelligence artificielle. Donc, je me suis dit, je suis sauvée, je vais pouvoir lui demander, mais c'est quoi l'IA? Et donc, j'ai fait un petit dialogue WhatsApp, il est à Paris, au centre Borély, là, à l'ENS Cachan. Et je lui ai dit, dis donc, Adrien, là, j'ai une conf où je parle d'un sujet, j'y comprends rien, qu'est-ce que faudrait que tu m'aides là? C'est quoi ta définition de l'IA? Et alors là, il me répond, de l'IA, je sais pas. Ça n'a pas trop de sens, ce terme. Je lui dis, mais encore. Et donc, il me dit, bah, ça n'a pas de sens, on ne devrait pas l'employer. Et on devrait employer quoi alors? Bah, si tu parles d'algorithme, tu devrais parler de machine learning. Me voilà bien embarqué. Du coup, j'ai laissé tomber.
Et puis, bon, quand même, l'IA, quand on regarde, c'est quoi la définition? Bon, l'IA, c'est un ensemble de théories, de techniques mises en œuvre pour développer des machines qui vont simuler l'intelligence. Ok, alors ça, c'est la définition de Wikipédia. La première fois que je l'ai lu, j'ai rien compris, mais au bout de 10 fois après, je me suis dit que c'était pas mal. Donc, je vous laisse faire hein, si nécessaire. Et globalement, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que bon, ça parle d'intelligence, et l'intelligence, ça nous ramène à l'humain. Alors, l'IA, comme je le disais, elle envahit nos vies. L'IA, c'est pas récent. Hein, je veux dire, je vais dire c'est vieux. Non, c'est pas vieux parce qu'en fait, l'IA, c'est à l'âge de Sacha. Donc, je ne veux pas dire que c'est vieux, mais on va dire que c'est pas récent. Voilà. Donc, il y a déjà eu 3 vagues. Il y a déjà eu 3 vagues d'IA, et avec des hivers d'IA entre-temps, hein, ça s'est gelé. Et là, on est dans la 3e. Donc, bien sûr, c'est la meilleure. C'est celle qui va, je dirais, faire tout changer. Je sens que je vais avoir un ennemi maintenant. Il ne va plus m'inviter. Voilà. Donc, est-ce que l'IA va aller jusqu'au bout ou est-ce qu'on va à nouveau être bloqué? J'en sais rien, je ne suis pas Madame Soleil. En tout cas, aujourd'hui, l'IA est favorisée par plusieurs choses, en particulier par le fait qu'on a énormément de data. Donc ça, justement, c'est par la vague du digital. Elle est favorisée aussi par la puissance de calcul qu'on n'avait pas précédemment. Et alors là, il y a aussi l'ordinateur quantique. Je coach une start-up là-dedans, qui va nous amener des puissances de calcul potentiellement, mais alors rien à voir. Et puis aussi par en fait l'amélioration des algorithmes. Et donc l'IA aussi, c'est ce qu'on appelle une technologie générique, comme l'électricité hein, dans les années 1880, et donc ça a la capacité à pénétrer absolument tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs de la société, et donc d'impacter vraiment de manière très profonde, mais ça va se faire dans la durée, sachant que les cycles peuvent être aussi rapides. Donc, tout ça, une fois qu'on a dit ça, donc je reviens à intelligence, et je reviens donc à intelligence, ça nous interpelle, nous, en tant qu'êtres humains, et finalement, donc ça nous ramène à nous poser la question, parce que finalement, on a l'impression que l'intelligence artificielle, les peurs qu'on a, c'est que ça nous remplace, hein, donc c'est ça qu'on voit apparaître partout, et donc, finalement, c'est quoi un être humain? Ça revient à ça. C'est quoi un être humain? C'est quoi l'intelligence humaine? C'est quoi les intelligences humaines? Et moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'identifie pas à mon cerveau. Alors, ceci dit, c'est un peu récent, parce que pendant 50 ans, je me suis un peu identifiée à mon cerveau. Et après, je me suis rendu compte que je n'avais pas que ça, en fait. Alors, déjà, le cerveau, il y a on n'en a pas qu'un. Je dirais, il n'y a pas que le néocortex, hein, qui fait justement toutes ces modélisations et autres. On a aussi de l'intelligence émotionnelle, donc là on va en parler dans un instant, avec le cerveau limbique. Bon, bien sûr, on a le cerveau reptilien, tout ça c'est des modélisations. Mais on a aussi, on sait bien qu'on a 3 cerveaux, il y a celui qui est là avec plusieurs milliards de neurones, il y a aussi, vous avez un cerveau dans le ventre, avec plusieurs millions de neurones, et puis vous avez aussi un cerveau dans le cœur, moi c'est celui que je préfère d'ailleurs, hein, avec plusieurs milliers de neurones. Un être humain, donc c'est tout ça, mais c'est aussi un corps, hein, donc qui a des sensations, qui vit aussi, qui ressent ses émotions aussi. Et d'ailleurs, on n'a pas qu'un corps, hein, parce qu'il y a le corps physique et puis il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, notamment le corps énergétique et plein d'autres. Et puis, donc c'est là où ça nous amène à la méditation et autres. Et puis, on a aussi de l'intuition. C'est un sujet préféré de Sacha. Et donc, je ne sais pas si c'est facile de définir ce que c'est qu'un être humain, mais une fois qu'on a compris qu'on n'est pas juste le néocortex, hein, mais qu'on est aussi plein d'autres choses, ça ouvre des perspectives gigantesques. Et donc, je trouve que c'est ça qui est bien dans l'intelligence artificielle, finalement, c'est que ça nous permet de nous réinterroger sur qui nous sommes vraiment. Et une fois qu'on se pose cette question, ça ouvre des océans de possibles qui sont absolument fabuleux, hein, et qui pour chacun d'entre nous, nous permettent d'évoluer de manière complètement différente de ce qu'on aurait pu percevoir de manière peut-être un petit peu étriquée. Alors, l'IA qui est là et qui nous interpelle, d'ailleurs l'image qui me vient toujours avec cette IA, par rapport à cette question de qui suis-je en tant qu'être humain, l'image qui me vient, c'est Hamlet, vous savez, avec ce être ou ne pas être, vous savez, qui prend ce crâne. Et donc, quelque part, je me dis, bah, tiens, l'IA, ça peut être, je regarde l'IA comme ça, et puis je dis être ou ne pas être. Ça peut être aussi l'inverse, hein, une IA qui prend un cerveau humain et puis j'aime bien cette image parce que je trouve que ça quelque chose qui interpelle. Et l'IA, quand on veut l'intégrer, finalement, quand on est amené à l'intégrer dans nos vies,
ça nous fait peur. Quelque part, moi, j'amène finalement ce qu'on appelle la courbe de deuil, hein, c'est-à-dire que quelque part au début, il y a l'IA qui arrive et puis il y a une espèce de choc. Ensuite, il y a le déni. Ensuite, derrière, il y a la colère. Ça peut remplacer des emplois, etc. Et puis après, on tombe dans des émotions comme la peur, comme la tristesse. Et puis après, on va remonter la courbe de deuil avec l'acceptation, le pardon, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est là où peut-être je vais laisser l'expert du sujet, Christophe, nous enchanter par rapport à ces émotions. Parce que là, j'ai amené la courbe de deuil avec la peur, la colère, la tristesse. Donc là, on est arrivé dans le domaine des émotions. Et donc, vibratoirement, je passe le micro à Christophe. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je sais pas du tout ce que je vais vous raconter, mais j'ai une première intuition, c'est que dès que tu es face à un changement de société, face à un changement de modèles mentaux que peuvent t'amener l'IA, tu as deux choix. C'est soit tu subis le truc, soit à un moment tu prends ton destin en main et tu décomplexifies le complexe. Et moi, je travaille avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui participe à mon prochain bouquin, qui s'appelle Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, donc c'est une espèce de papesse du développement perso, et elle te dit toujours le même truc. Elle te dit, face à la complexité, face à des enjeux majeurs, pense simple, simplement. Les choses peuvent être très, très simples. Et il y a un truc qu'il faut juste garder en tête, c'est que face à ça, quelque part, la vie, elle trouve toujours son chemin. Quelque part, l'humanité, ta propre définition de toi, qui tu es vraiment, si tu en as l'intention, eh bien, viendra toujours émerger, viendra toujours s'inviter en toi. Donc, en fait, il faudrait qu'on se fasse un peu plus confiance par rapport à ce qu'on crée. On est tous des espèces de gépétos. Et bon, voilà, on a créé cette IA, on a créé d'autres choses. À un moment, il faut se dire, on est maître du jeu. Si et seulement si, on reste connecté à ses émotions et qu'on accepte, tout simplement d'avoir cette espèce d'appréhension, cette espèce de peur qui est liée à ta propre création. Et si tu es dans ce registre-là, tu maîtriseras les Pinocchio que tu as créés. Et l'IA est un de ces Pinocchio. Et donc moi, tout mon travail, il consiste à accepter, à voir comment est-ce que tu peux plus facilement accepter tes émotions dans une démarche de création comme celle de l'IA, comme celle d'autres innovations technologiques qui aujourd'hui nous bercent. Et avec mes équipes, on travaille sur une compétence particulière qui est une autre forme d'intelligence, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle et qui te donne cette capacité-là. Cette capacité de transformer cette peur de ta création. Voilà, tu as créé ce truc-là, tu sais pas, il va peut-être te bouffer, etc. Non, mais tu restes maître de ça. Et l'intelligence émotionnelle te permet de rester maître de la chose. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est quelque chose qui se passe dans la tête, mais pas que. Ça se passe aussi au niveau des intestins. Alors, vous avez peut-être tous lu des best-sellers sur le sujet. On dit, tiens, il y a un deuxième cerveau qui existe, etc. L'intelligence émotionnelle, c'est dans le cerveau du haut et dans le cerveau du bas. Et ces deux cerveaux, en fait, ne font que communiquer. H24. Il y a des neurones en bas, il y a des neurones en haut. Et ils communiquent sur quoi? Ils communiquent juste sur comment est-ce que je peux te rendre adaptable à ce que tu crées dans la vie. Et c'est le leitmotiv, en fait, de ces deux cerveaux-là. Comment je peux à chaque fois te rendre adaptable à la situation. Et là où je suis très optimiste, c'est que quand tu développes ça, et c'est facile de le développer, eh bien, tu deviens presque un espèce de maître du monde, quoi. Tu as une puissance en toi qui est absolue, qui est très, très forte. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu vois des facilités là où beaucoup voient des freins. Et derrière, c'est extrêmement libératoire pour toi, pour les autres. Et tu commences à contaminer autour de toi les personnes de manière extrêmement positive. Et tu commences à créer des dynamiques extrêmement bénéfiques. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Et on va en parler après, mais là, il faudra choisir son camp. Quel type d'agent pathogène tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'émettre des émotions bénéfiques pour les autres? Ou est-ce que tu veux plutôt être dans le registre des émotions toxiques? Et là, il y a deux catégories d'individus. Il y a des dominants qui existent là-dedans. Donc, comment est-ce que tu fais pour transformer finalement tout ce qui vient en toi en quelque chose de positif? Et ça, c'est votre job en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, lorsque tu es une figure d'autorité, lorsque tu es visible,
bah derrière, tu as un pouvoir pathogène qui est extraordinairement puissant. Les gens te scrutent, il y a un degré d'attention qui est plus élevé vis-à-vis de ce que tu dis, ce que tu fais, parce que tu fais un peu la pluie et le beau temps sur eux. Donc là, tu as une responsabilité. Mais on en parlera un peu plus en détail après. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette acceptation émotionnelle, elle n'est pas facile pour tout le monde. Comme ça, à brûle pour point, tu as un passé, tu as subi peut-être des choses dans ta vie, des successions de traumas, etc. Moi, je pense que ces choses-là, ces bouleversements de paradigme, sont là pour un moment te secouer. Et te dire que même si tu as eu, je sais pas, une enfance, une adolescence ou un parcours de vie un peu compliqué, eh bien derrière tout ça, il y a toujours un potentiel de résilience qui est super puissant. Et quand tu commences à comprendre ça, bah justement, même la mise en place de l'IA, le fait d'apprivoiser, tout cela devient facile en fait. Et tu relativises aussi les choses de manière forte. Et je pense que l'évolution technologique nous amène à une chose, c'est au basique. On complexifie à outrance et on se rend compte aujourd'hui, et tu as plein d'études en neurosciences qui le montrent, que plus c'est complexe, plus c'est compliqué. Et l'IA amène beaucoup de complications, moins il faut réfléchir. Je vais le redire une deuxième fois. Plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Au sens analytique du terme, laisser plus place à ses intuitions, accepter ses émotions et transformer cette complexité en un truc qui est supra-fluide. Donc mon message, j'y connais pas grand-chose en IA, mais c'est face à tous ces enjeux-là, soyez juste rassurés par vous-même. Vous avez un potentiel juste extraordinaire. On parlera peut-être des outils pour développer tout ça, mais c'est pas si compliqué que ça de maîtriser finalement cette peur, cette appréhension qu'on a vis-à-vis de ces évolutions-là. Donc ça, c'est mon message un peu optimiste dans cette période qui est un peu particulière qu'on est en train de traverser. Suis un peu plus tes sensations internes, suis un peu plus ce que te dit, et comment ça se manifeste une intuition. C'est une sensation plaisante, déplaisante qui te gagne. Il y a des manifestations physiologiques qui viennent s'inviter en toi. Il y a cette fameuse petite voix intérieure qui te dit des choses. D'ailleurs, petite aparté, lorsque tu es face, et ça c'est très pragmatique, quand tu es face à quelque chose de complexe, comme un enjeu IA, quelque chose qui te taraude, qui fait que ça crée peut-être des troubles psychosomatiques chez toi, tu dors pas bien, tu es angoissé par ça, tu maîtrises pas le sujet. Moi, j'ai envie de vous dire, face à ça, face à ce défi-là, essayez par cette petite voix intérieure de penser dans votre deuxième langue. Donc, si votre deuxième langue c'est l'anglais, là, on est en train d'étudier ça de manière clinique. On observe qu'en fait, tu restes hyper connecté à ton intuition première. Si tu penses dans ta première langue, notamment le français, tu vas te dire des trucs qui vont t'embrouiller. Tu vas t'auto-embrouiller. Le signal intuitif, il va être embrumé, etc., par un verbiage, par des tournures de phrases très compliquées, à rallonge. Souvent, on se pose des questions comme ça dans sa tête, on essaie d'y répondre. Si tu fais dans la première langue, c'est compliqué. Si tu fais dans ta deuxième langue, imaginons que ce soit l'anglais, avec un dictionnaire qui est beaucoup moins touffu, des tourneurs de phrases plus directs, straight to the point, eh bien, tu réponds plus facilement à cet enjeu qui se pose à toi. Et donc, tu restes connecté finalement à ton intuition première qui t'amène vers l'action qui est, entre guillemets, souvent la plus efficiente. Donc, je voulais commencer par vous dire ça, mais je vais te repasser la main justement sur le comment faire pour aborder cette question de l'IA au quotidien. Alors, effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, que j'adhère totalement, et je le dirais aussi de manière un peu différente pour réillustrer, c'est de dire que souvent, donc, par rapport à l'IA ou quoi que ce soit, et puis aussi le coronavirus d'ailleurs, c'est qu'on est plongé dans l'incertitude, et après on fait des films, donc c'est un peu ce que tu disais, c'est le mental qui prend le pouvoir, le mental aime bien compliquer tout, effectivement, on fait des phrases à rallonge et fait ce qu'il faut faire. Et donc, c'est le court-circuité, quelque part, parce qu'on a, en nous, les réponses à tout ça. Et c'est la petite voix intérieure qui, souvent, est tellement ténue qu'on l'entend pas parce qu'il y a un grand vacarme. Donc, pour une manière d'y accéder, par exemple, c'est de méditer, c'est-à-dire de calmer, finalement, cette agitation qui restera. C'est pas le sujet, mais simplement accéder, finalement, à la profondeur de son être. Parce que c'est ça, le message. L'IA nous ramène à ce que c'est ce que nous sommes en tant qu'être humain, nous reconnecte à la profondeur de notre être avec un certain nombre de façons de faire, en acceptant nos émotions, en se reconnectant à nos intuitions. Et finalement, après, on va prendre l'IA plutôt comme un outil pour avancer, plutôt que comme
finalement une menace qui pourrait nous détruire. Alors, comment on avance avec tout ça? Donc, déjà, c'est accepter ses émotions. Je pense que là, on le martèle suffisamment. Donc, jouer avec, accepter d'avoir peur, accepter la colère, pour après la transformer en une énergie positive. Et en tant que chef d'entreprise, déjà, je pense que c'est la première chose à faire parce que vous impactez vos collaborateurs et donc vous devez vous-même faire votre propre courbe de deuil, hein, donc en passant par des différents stades et en remontant la courbe là, de manière à ne pas impacter négativement vos collaborateurs, parce que vous ne pouvez pas dire à vos collaborateurs on va intégrer l'IA par exemple, sans vous-même avoir fait ce travail sur vous, parce que vous allez dire une chose et vous n'allez pas être congruent avec votre corps, avec vos émotions, et ça vos collaborateurs, ils vont le sentir. Donc la première chose, à mon avis, hein, c'est vous-même en tant que chef d'entreprise, d'accepter vos émotions, de vous reconnecter à votre être profond, à votre intuition, et ensuite d'avancer. Ensuite, laisser la place aussi pour que vos salariés puissent faire cette courbe-là aussi. Hein. Eux-mêmes ont leur propre courbe de deuil à surfer, finalement. Et puis après, une fois qu'on en est arrivé là, finalement, c'est de regarder l'IA en face. Et comment on avance? Donc là, on a domestiqué nos émotions, on les a transformées en énergie positive, sachant que la peur restera, ça va revenir, parce que la courbe, on la monte et on la descend. Et ensuite, pour avancer, comme on est dans l'incertitude, eh bien, il faut utiliser les outils habituels pour avancer dans l'incertitude, qui commencent à être connus maintenant grâce au Covid, hein, qui sont les outils de ce qu'on appelle l'effectuation, hein, sachant qu'on a ce que j'appelle un milieu de l'effectuation ici à Lyon avec Philippe Zilberzan. Alors moi, je viens de Sophia Antipolis, sur la Côte d'Azur, et on a aussi un milieu de l'effectuation là-bas qui s'appelle Dominique Vian. Donc à eux deux, ils sont à peine à la hauteur de la déesse de l'effectuation. C'est une femme, oui, et qui s'appelle Sarah Sarasvati, qui est aux États-Unis. Donc l'effectuation, c'est un mot compliqué, un mot complexe. Qui c'est qui ne connaît pas le mot dans la salle? Parce que quand même, on est à Lyon, hein, normalement à Lyon, vous êtes supposés tous connaître l'effectuation, hein, sinon ça ne va pas du tout là. Hein. Il y a un truc qui ne va pas, il faudra le dire hein, à Philippe. C'est un collègue en plus. Ben oui, donc l'effectuation, on rappelle, hein, il y a 5 principes. Donc l'effectuation, c'est comment penser et agir en incertitude. Et l'avantage de l'effectuation, c'est que c'est un enfant de 12 ans comprend. Hein, c'est pas la peine d'avoir fait bac plus 52 pour comprendre. Hein. Donc, j'ai pas fait bac plus 52, hein, au cas où vous auriez des doutes. Il y a 5 principes, c'est hyper basique. Et en particulier, on se reconnecte à l'instant présent, on se reconnecte à maintenant. Donc, on démarre avec ce qu'on a. Le premier principe, c'est démarrer avec ce qu'on a. On démarre avec ce qu'on a et on a tous plein de choses à notre disposition. En particulier, des choses qu'on oublie, hein, on a du temps. Donc ça, c'est la base, hein, on oublie toujours qu'on a du temps. On a des ressources, on a des connexions. Voilà. On démarre avec ce qu'on a et on part de là. Ensuite, derrière, le deuxième principe, c'est on raisonne en perte acceptable. Parce qu'en fait, quand on va avancer dans l'IA, quand on va vouloir l'intégrer dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre, et on ne va pas l'intégrer en une seule fois, hein, ce n'est pas une histoire de grand soir, tout d'un coup je clique, comme on fait les releases informatiques, là on en parlait tout à l'heure avec GSF, hein, relise informatique, j'appuie sur un bouton et blanche, ça passe de la version V1 à la version V2. C'est pas ça, hein, l'IA, ça va être incrémental, on va faire des essais-erreurs, etc. Donc on va perdre des choses, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fera plus, et puis on va gagner autre chose. Et souvent d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est pour ça aussi qu'on a un peu peur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment où on va. Et donc il faut qu'on raisonne en perte acceptable, de se dire qu'est-ce que je suis prêt à perdre, de manière à laisser de la place finalement à qu'est-ce que je vais gagner. Et ce qu'est-ce que je vais gagner, on va le construire ensemble, petit pas par petit pas, on va lui donner une forme, hein, et on va lui donner un nom, on va lui donner de la chair hein, quelque part. Donc ça c'est le deuxième principe. Donc premier principe, on part de ce qu'on a, et on a beaucoup de choses. Deuxième principe, on raisonne en perte acceptable, qu'est-ce que je suis prêt à perdre. Le troisième principe, c'est en fait chercher des engagements. Donc là, ça veut dire qu'on ne va pas travailler tout seul, hein, donc on va s'ouvrir, et en tant qu'entreprise, moi ce que je vous recommande, et c'est forcément le cas déjà, c'est de vous ouvrir à vos écosystèmes, hein, donc d'être dans des pôles de compétitivité, d'être dans des cercles, d'aller à ces conférences, comme celle qui est organisée aujourd'hui, de manière à pouvoir aussi rencontrer des personnes qui ne sont pas dans votre environnement et qui vont vous interpeller différemment, de rencontrer aussi, là c'est ma casquette de présidente du comité de sélection de l'incubateur PACA Est, donc de rencontrer éventuellement des startups. Moi, dans le comité,
on passe des startups régulièrement, il y a de l'IA tout le temps, hein, du vrai IA, hein, pas de l'IA qu'on croyait que c'en était et que c'en est pas. Donc ouvrez-vous aussi à des startups qui peuvent vous aider à finalement intégrer l'IA de manière incrémentale dans les entreprises. Donc ça c'est le troisième principe, chercher les engagements, donc travailler avec. Et l'intérêt, c'est qu'à chaque fois que vous allez ramener quelqu'un d'autre avec vous dans votre problématique, eh ben, vous allez avoir une ressource supplémentaire. Hein, et donc, du coup, on repart sur le numéro 1, principe numéro 1. À partir de ce qu'on a, ben, on va partir de ce qu'on a plus augmenter de ce que nous amènent les autres. Enfin, mais le quatrième principe, c'est tirer parti des surprises, parce que quand on est en incertitude, que ce soit pour l'IA ou pour autre chose, on ne peut pas tout modéliser. D'ailleurs, le monde ne se modélise plus en incertitude. Et donc, il va se passer des choses qu'on n'a pas prévues. Et ce n'est pas pour autant que vous êtes mauvais, hein, parce que souvent, ça c'est les modèles mentaux, le chef d'entreprise, c'est celui qui a tout prévu à l'avance et qui a tout modélisé et auquel plus rien ne peut arriver. Ben non, dans l'incertitude, ce n'est pas le cas. Donc, il va se passer des choses que vous n'avez pas prévues, et c'est tant mieux, parce que c'est la vie. D'ailleurs, qu'est-ce que la vie serait ennuyeuse s'il n'y avait pas des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Si tout était programmé à l'avance, qu'est-ce qu'on s'ennuierait, hein? Heureusement que la vie n'est pas comme ça. Donc, tirer parti des surprises, bonnes ou mauvaises, et parfois, et même souvent, une mauvaise surprise, en fait, c'est une bonne surprise à l'envers. Hein? Une surprise qui est mauvaise, vous la retournez et ça devient une bonne chose. Et le dernier principe, c'est créer le contexte. Créer le contexte, et ça, c'est vraiment votre rôle de chef d'entreprise, hein, de créer le contexte pour faire en sorte que la transformation puisse se faire chez vous. Et ça, c'est vraiment de votre responsabilité. On va parler de la responsabilité un peu plus tard, à un autre niveau, hein, mais votre responsabilité à vous, chef d'entreprise, c'est de créer le contexte. Hein. Donc, les 5 principes, partir de ce qu'on a. 1, 2, raisonner en perte acceptable. 3, donc, chercher les engagements. 4, tirer parti des surprises. Et 5, créer le contexte. Hein, le dernier, j'insiste vraiment là-dessus, par rapport au chef d'entreprise que vous êtes. C'est vraiment votre rôle. Et avant de passer la parole à Christophe pour avancer sur un dernier point qu'il souhaitait aborder, et sachant qu'il a peut-être changé d'avis entre-temps, je voulais juste, moi, donner un petit exemple de comment moi, à titre professionnel, j'intégrais l'IA donc dans ma vie professionnelle. Donc, vous ne savez pas ce que je fais, et d'ailleurs, on s'en fiche un peu, mais parmi tout ce que je fais, j'accompagne les entreprises dans leur transformation, mais en particulier sur l'innovation et l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat, mais je suis aussi coach. Je suis aussi coach de dirigeants, coach d'intrapreneurs, coach d'entrepreneurs. Et en tant que coach, en fait, j'ai été interpellée par l'IA parce qu'il y a des startups qui émergent et qui, donc, finalement, développent des solutions qui peuvent remplacer les coachs. Donc là, toute la courbe de deuil en disant mais c'est quoi ce truc, le déni, c'est pas n'importe quoi, c'est pas absolument impossible de remplacer un coach par une intelligence artificielle, la peur, la colère, etc., etc. Et alors comment moi j'ai réagi, hein, parce que c'est sympa de parler, mais aussi comment moi j'ai réagi. Et ben, en fait, j'ai réagi comme je vous l'ai raconté, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré en fait des startups qui potentiellement pouvaient m'intéresser. J'en ai repéré une dans mon écosystème à moi. Je suis à Sophia Antipolis, donc elle s'appelle Pocket Confident. Vous pouvez regarder sur Internet. Et donc je suis rentrée en contact avec l'entrepreneur qui était intervenu dans une des conférences de ce même cercle à Sophia Antipolis. Et j'ai dialogué avec lui, testé son produit, sa solution pour moi, donc voir ce que ça pouvait donner. Je l'ai fait tester à mes clients, pour voir comment mes clients finalement pouvaient l'utiliser. Et aujourd'hui, finalement, je considère que cet outil que cette start-up a développé, moi, je la mets comme outil pour moi en tant que coach. C'est un outil supplémentaire et ça me permet, moi, de me concentrer sur ma vraie valeur ajoutée de coach et par ailleurs de pouvoir continuer à accompagner mes clients qui peuvent utiliser cet outil ponctuellement par rapport à un accompagnement que je leur propose. Voilà. Donc ça, c'est ma façon à moi, un exemple parmi tant d'autres, hein, d'avoir finalement intégré l'intelligence artificielle dans ma palette de solutions. Et je reste coach humain, je continue à interagir avec mes clients, donc avec cette connexion qu'on peut avoir entre inconscients, je dirais, et par ailleurs, j'ai élargi ma palette d'outils. Et donc là, je ne sais pas trop comment, et donc sans transition, mais je sais que tu adores, je te laisse rebondir sur je ne sais quoi d'invisible. Voilà, en tout cas, on est toujours sur ce domaine de l'adaptation. Et il y a quelque chose, moi, qui me
qui me marque, c'est que la vie, elle trouve toujours un chemin. Et je crois que c'est la même chose pour... voilà, enfin, il faut juste garder ça en tête. La vie, elle trouve toujours un chemin. Tu peux avoir plein de barrières devant toi. Tu peux avoir plein d'obstacles, d'incompréhension, de choses qui te paraissent floutées, etc. La vie, elle trouve toujours son chemin. Donc ça, c'est une chose, je reviens sur là, pour se faire un peu plus confiance. Après, je pense que l'IA, là où il ne faut pas en avoir peur, c'est que notre cerveau est tellement puissant, et bien plus puissant que certains algorithmes aujourd'hui d'un point de vue intuitif, que derrière, c'est bien de se confronter en fait à ce truc qui te fait peur. C'est dans la vie, c'est toujours intéressant d'aller vers ces zones d'ombre, d'aller vers ce qui, voilà, nous réfrène, nous répulse, etc. Parce que derrière, tu vas sortir de ta zone de confort. Et c'est la base même de ce qu'on appelle la neurogénèse, la plasticité cérébrale, le fait de développer de nouveau ou de renforcer certains circuits neuronaux, bah pour derrière encore mieux t'adapter. Donc si en plus tu consommes pas de psychotropes, tu fais un peu de sport et voilà, que tu restes un peu ouvert et curieux à la vie, eh bien derrière, tu vas muscler, même si le cerveau n'est pas un muscle, tu vas muscler un petit peu toutes ces aptitudes-là d'adaptation. Et ça, il faut vachement l'entraîner. Parce qu'on est dans un univers où les socles sont de plus en plus mouvants, les zones d'incertitude de plus en plus larges, les timings de plus en plus serrés. Et si tu n'as pas cette hygiène de vie, si tu n'entraînes pas ton cerveau, bah derrière, l'IA, comme voilà, la gestion de crise du Covid, etc., te surpassera et là, tu seras foutu. Donc moi, je suis vraiment sur là. On est dans l'entraînement émotionnel et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tout ce qui nous kalachnikov à fond, que ce soit ces évolutions tech, etc., ces générateurs d'émotions super puissants. Et ces émotions-là, effectivement, on peut en faire quelque chose de fort. Et c'est là qu'entre en jeu la responsabilisation émotionnelle, notamment quand on est dirigeant, entrepreneur, parent, par exemple. Je prends l'exemple des parents face à Covid. Je veux dire, pendant le confinement, si tu regardes, si tu es H24 branché sur BFM et que tu te prends en fait toutes ces rafales en fait d'angoisse et que derrière tu les retranscris de manière brute à tes gamins qui sont des éponges à émotions, et bien derrière, bah, ils vont s'imbiber à fond et ça va créer tout un tas de troubles chez eux. Aujourd'hui, on sait qu'on va avoir toute une génération d'hypocondriaques à cause de cette non-filtration des émotions premières. C'est exactement la même chose pour l'IA. Lorsque tu es dirigeant, tu as la responsabilité d'incarner une forme de sérénité par rapport à la transformation de ta boîte vis-à-vis de ça et de pas juste retranscrire tes angoisses, celles d'une méchante rêverie le soir, à tes collaborateurs qui derrière pourraient créer des mouvements de masse, de panique, de rébellion, la résistance au changement, hein, c'est ce que préfère l'humain, et qui derrière stopperait toute dynamique collective. Donc là, il y a quelque chose d'important, c'est le rôle de l'incarnation. Et Louis Schweitzer, avec qui j'ai travaillé longtemps, et qui était un des premiers porte-drapeaux de mes travaux, il disait toujours la chose suivante, il me disait, tu vois, le bon dirigeant, alors ça me fait penser au sketch des inconnus, alors il y a des jeunes, ça vous dit rien, la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais bon, bref, le bon dirigeant, c'est celui à un moment qui est capable de lancer la transformation et d'incarner cette transformation-là. Et je pense que l'IA, lorsque tu es dans cette transformation de ta boîte et que tu as cette thématique-là qui est première, il faut à minima que tu te documentes là-dessus et que tu puisses au moins incarner des basiques de ta stratégie d'IA. Si tu ne le fais pas, si tu es exempt de ça, si tu te mets en retrait de ça, tu n'es pas dans ce rôle d'incarnation et là, tu deviens un espèce de contaminateur d'émotions très anxiogènes, très toxiques pour tes salariés. Donc là, il y a un peu de boulot aussi à faire. Voilà, on ne peut pas juste déléguer à des mecs qui sont capables à des gens qui ont baigné là-dedans, qui ont fait leur thèse là-dedans, etc. Toi-même, à un moment, tu dois quand même un moment t'imprégner du truc. C'est comme quand tu veux comprendre toutes les religions du monde, à un moment tu lis tous les documents là-dessus, tu vas lire la Bible, tu vas lire, bon bref, on ne va pas refaire le débat. C'est exactement la même chose pour l'IA. Donc là, il y a une espèce presque de devoir à faire. Et l'autre chose, c'est que par rapport à toutes ces émotions qui peuvent être effectivement freinantes, handicapantes, l'angoisse que tu génères par rapport à ça, etc., à un moment, tu as un rôle de diffusion. Tu as un rôle correctif par rapport à l'ambiance globale. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cette espèce d'ambiance merdique, pesante, qui est autour de ça? On dit, OK, il y a Covid, en plus, on est en transformation, etc. Tu dois réinstiller
des émotions bénéfiques. Et ça peut paraître comme ça un peu bisounours ou quoi, mais c'est essentiel. Il y a un prix Nobel de la paix qui s'appelle Desmond Tutu et qui disait qu'en gros, si tu produis des petits biens, et bien au sens des choses bienfaisantes pour les autres, et bien par accumulation de ces petits biens, tu vas former un grand bien pour le tout. Et bien on est tous capables de ça. On a tous ce pouvoir-là d'un moment contrecarrer cette espèce d'atmosphère pesante et de la transformer en quelque chose de positif. Et on est en France, dans un pays, on a beaucoup de mal, notamment lorsqu'on est dirigeant ou entrepreneur, il y a des études anthropologiques qui le montrent, à faire quoi ? À être dans cette diffusion de positif, parce qu'on dit ouais c'est trop à l'américaine, ouais ça fait trop fake, ouais c'est un décor en carton-pâte à la Harryhausen, etc. Ça fait pas sincère. Non, l'émotion positive, bénéfique, elle doit juste être transmise. C'est un devoir pour l'humanité parce que c'est ce qui fait notre force. On n'a pas les dents d'un T-Rex, on n'a pas la force musculaire de je ne sais pas quelle créature. Ce qui fait notre force, c'est de dynamiser des collectifs autour d'émotions bénéfiques. Et l'IA a d'ailleurs créé plein de gros projets, de passionnés, de gens qui se lancent comme ça dans des projets. C'est très plaisant à voir, à observer quand tu es un peu en psychosocial. Ouais, c'est très sympa. Mais derrière, on a ce devoir, voilà, quand on est dirigeant, quand on est dans ce contexte-là, eh bien de diffuser ces émotions positives et de ne pas les garder pour soi. Tu peux vivre des réussites personnelles, à un moment, il faut qu'elles se transmettent à autrui. L'émotion, c'est comme une hirondelle, tu ne la mets pas en cage. Elle doit aller d'une tête à une autre, d'un corps à un autre. Ok, elle est faite pour bouger, elle n'est pas faite pour être sédentaire. Donc ça, apprenons aussi un peu plus à le faire. Et tout ce qu'on vous dit là, ça vaut pour votre sphère pro, mais aussi pour votre sphère perso. Tu parlais de surprise. Si dans ton couple, là je dévisse un peu, hein, mais si dans ton couple, tu n'instilles pas, tu n'induis pas de surprise, ne sois pas surpris que ton couple explose en fait, que ça ne marche pas. S'il n'y a pas de relief émotionnel et si à un moment, face à un down, quelque chose de négatif, tu n'arrives pas à être en rebond sur du positif, à un moment, c'est juste mort, c'est la fin des haricots, quoi. Donc ça, c'est important aussi d'être toujours dans l'induction de ce type de choses. Et pour le faire, il n'y a pas 36 manières. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est important voilà, de partager les réussites. C'est important de rééduquer les gens aussi. Parce que quand on a plein de pensées négatives, on a plein de pensées négatives qui nous viennent en tête constamment, à un moment, c'est aussi de dire les choses, d'être reconnaissant. Quand on parle de gratitude, quand quelqu'un, voilà, tu as un collaborateur qui a fait un truc qui est chouette, dis-le, dis-lui. C'est puissant, c'est une puissance inouïe. Derrière, c'est extrêmement fort, mais on ne le fait pas assez. Soit parce que souvent, on n'y pense pas, parce qu'on n'a pas été éduqué là-dedans, dans cette espèce de partage, vous parlez d'hirondelle. Et souvent, malheureusement, c'est parce que l'une des émotions dominantes que tu retrouves dans l'entreprise, c'est quoi? C'est la jalousie. Et donc, quand tu es un peu en compète avec quelqu'un, et même ça peut être un N et son N-1 qui ne veut pas que le N-1 devienne le nouveau N. On voit la patrouille de France, ça a un nom. Celui qui est juste devant le leader de la patrouille de France, il s'appelle le charognard. C'est ce que tu vois dans les directoires, dans les comités de direction, dans les CA. Moi, je suis beaucoup dans ces univers-là. Je bosse pas mal avec des patrons du CAC 40. Tu as toujours quelqu'un qui veut tuer le numéro 1, tu vois, le prendre. Et bien derrière, quelque part, c'est faire fi de ça et se dire, OK, boum, je vais quand même être dans une attitude positive vis-à-vis de cette personne. Tu peux désamorcer plein de choses comme ça et créer de belles dynamiques. Donc, je pense, soyons un peu plus dans le partage d'émotions bénéfiques. C'est tout simple, mais on ne le fait pas assez. Et une dernière chose que je voulais rajouter, et qui me vient juste en tête, là, et je suis en train de développer cette idée dans mon dernier bouquin, c'est que toutes ces évolutions, l'IA et d'autres tech, t'amènent à ringardiser, en fait, plein de choses de ta vie. Et moi, j'ai envie de vous dire, et méditez à ça quand vous regagnez vos pénates un moment. Je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, 80% des choses qui sont ringardisées sont en réalité essentielles pour vous, pour votre propre développement personnel, etc. On peut prendre l'exemple de la gentillesse qui est vachement ringardisée dans un monde très compète, dans un monde très du savoir, très de la performance. Bah ouais, se reconnecter un petit peu à de la gentillesse, à nouveau, ça peut paraître bisounours ou quoi, c'est te reconnecter aux autres, c'est te reconnecter à toi par effet miroir, etc. Donc, essayez de voir juste un peu tout ce que vous ringardisez dans vos vies par rapport à ces évolutions technologiques, par rapport à l'évolution de la société, et vous aurez juste
quelque part un listing assez précis de finalement ce qu'il faut travailler pour soi. Voilà. Donc, merci l'IA pour nous mettre en lumière finalement des choses qui sont essentielles pour notre propre équilibre psychique. Merci Valérie, merci Christophe, c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a vous aurez peut-être des questions dans la salle, si les micros sont là, si on peut tout de suite les transmettre. Et moi, je commencerai par vous poser une question à tous les deux, parce que, au fond, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est comment dire, ce débat sur lequel qui nous incite en fait à reprendre nous-mêmes, à faire des efforts, c'est-à-dire à être de nouveau acteurs et pas seulement passifs. Il me semble que la société dans laquelle on vit pendant presque un siècle a uniquement valorisé ce qui était rationnel, ce qui était concret, ce qui était prouvé, démontré par les maths notamment. Et on voit maintenant émerger, et c'est un petit peu la raison d'être de cette association que je préside, on voit émerger aujourd'hui des tendances, des besoins comme ça d'élargir, d'être beaucoup plus transversal que vertical. Et donc, je voudrais savoir si vous êtes d'accord sur cette idée qu'il faut remettre de l'irrationnel dans la société. Alors, tout dépend de ce que tu appelles l'irrationnel, parce que pour moi, j'essaie de rationaliser l'irrationnel. Mais bon, bref, ça c'est le paradoxe. Mais l'émotion, c'est ce qui nous a toujours permis de nous adapter. C'est la force la plus puissante. Et c'est vrai qu'à un moment, on l'a relégué un peu sur le banc de touche, notamment du système éducatif français, en essayant de tout structurer, de tout rationaliser de manière analytique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un laboratoire de neurosciences dans le monde qui te dit, ou qui pourrait te dire que tu peux faire un choix sans en amont ressentir une émotion. Je veux dire, aujourd'hui, on est un peu limité dans nos déplacements, mais voilà, si tu dois décider où tu vas ce week-end entre Rome et Vesoul, je suis désolé s'il y a des gens qui viennent de Vesoul, mais voilà, tu as une émotion qui naît en toi et qui va guider un choix préférentiel. Sans ça, tu ne peux pas faire de choix. Et je pense que tu parlais de deuil. Et moi, j'aime beaucoup cette expression-là parce que je trouve que dans nos vies actuelles, on ne fait pas assez de micro-deuil. On ne fait pas assez de... C'est-à-dire qu'à un moment, on a un CDD de vie qui est extrêmement court sur cette petite boule bleue. Qu'est-ce que tu en fais vraiment de ce truc? Tu n'as pas le temps tout le temps d'être voilà, sur des schémas. À un moment, il faut un peu laisser derrière des choses pour pouvoir avancer. Et ça, c'est aussi le principe de l'émotion. C'est-à-dire qu'à un moment, l'émotion, elle veut te transmettre un message très fort. C'est un panneau signalétique, c'est un indique. C'est comme un indique pour la police. C'est quelqu'un qui vient avec une information élémentaire pour toi. Et si tu n'écoutes pas cette information élémentaire pour toi, et ben derrière, cette émotion, elle va vouloir revenir de manière répétée, avec une occurrence forte. Et si tu continues et tu persévères à ne pas vouloir l'écouter, tu te rends malade. Parce qu'au début, l'émotion, elle vient gratter tout gentiment à ta porte, comme un amoureux voilà, qui veut aller parler à sa dulcinée. Et si à un moment, il ne se passe rien, l'émotion, elle vient, c'est avec un pied de biche, un machin, et elle te défonce la porte. Et donc, elle te met à genoux. Et là, tu peux expérimenter ce qu'on appelle le burn-out, le bore-out, des troubles dépressifs, des choses comme ça. Et moi, j'ai plus le temps aujourd'hui, mais fut une époque, j'allais dans des cliniques privées, je passais la frontière en Suisse. Et là-bas, tu vas aller voir des gens qui ont passé 50 ans à ne pas écouter leurs émotions, se sont mis en danger, ils ont subi un burn-out. On a beau dire que c'est réversible, un burn-out, tu peux t'en tirer, faut la chercher quelquefois, la réversibilité, quand le burn-out est aigu. Et voilà, donc ce sont des messagers. Et aujourd'hui, ils ont la même utilité qu'il y a je ne sais pas combien de temps. On est tout le temps dans l'adaptation. Et si tu ne les écoutes pas, tu te mets en danger, tout simplement. Merci. Alors moi, j'ai aussi droit à la parole. Hein. Oui, je t'en prie, vas-y. Les femmes ont droit à la parole aussi sur cette terre. Non, juste par rapport à ta question sur le rationnel et l'irrationnel, et je rebondis sur ce que disait Christophe, il faut d'abord définir qu'est-ce que le rationnel et qu'est-ce que l'irrationnel, parce que de toute façon, tout ça, il y a des définitions au départ. Hein. Je veux dire, le monde, il est multiforme, et ensuite, derrière, on éclaire certaines choses et on laisse certaines choses dans l'ombre. La question, je la prends dans une autre façon, c'est de se dire qu'on est en fait dans des dogmes. Hein. Donc ça, on l'a oublié. Hein. C'est-à-dire qu'on a construit le monde dans un certain nombre de dogmes, dans des modèles mentaux. Hein. Et donc aujourd'hui,
dans l'incertitude et dans les transformations dans lesquelles on est dans le passage de ce qu'on appelle le matérialisme au post-matérialisme. Alors tout ça, après, c'est dogme qui est remplacé par un autre dogme, hein, mais c'est pas grave. Mais globalement, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est-à-dire, est-ce que les croyances que l'on m'a inculquées tout petit, sans que je m'en rende compte, les croyances que j'ai adoptées dans la société dans laquelle je vis, les croyances que j'adopte quand je rentre dans une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est bourré de dogmes et de croyances, c'est ça qu'il faut remettre en cause aujourd'hui. Et ce que tu appelles peut-être l'irrationnel, ça va devenir le rationnel de demain. Hein. Et donc oui, il faut réinterpeller tout ça, donc réinterpeller nos propres croyances, celles dans lesquelles on vit, pour pouvoir après s'en dégager, hein, se mettre en position méta, comme on dit quand on est coach, pour après redégager finalement d'autres façons d'avancer. Et là, je rebondis sur ce que tu disais. Pour moi, la vie, c'est expérimenter, c'est rien d'autre. Et donc, avec toutes les surprises, avec toutes les choses positives et négatives qui nous arrivent, c'est expérimenter. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. La vie, c'est expérimenter, point. Rien d'autre. Voilà. Et donc, une fois qu'on a compris ça, le champ des possibles reste ouvert, qu'il soit rationnel ou irrationnel. Merci. Merci à tous les deux pour ce premier exposé. Moi, plus qu'une question, c'est une remarque que j'ai envie de faire. L'IA est dans nos vies et merci qu'elle soit dans nos vies parce que c'est un véritable catalyseur pour, comme vous le disiez, nous amener à nous poser des questions sur nous. Mais c'est aussi un point de reliance entre les différents mondes. Le monde d'hier nous permet de reprendre les vertus des méthodes, des outils ancestraux. Et puis, l'actuel, ce qu'on est, ce qu'on en a fait, et demain pour construire demain. L'IA est vraiment là pour nous faire sortir de nous-mêmes et pour aller vers la compréhension de l'autre. Plus il y aura d'IA, plus il y aura d'humain. L'un ne va pas sans l'autre. Merci. Monsieur. Merci. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame. Et en fait, moi, j'ai entendu parler de mots de rééducation. Donc, je me suis demandé si, déjà à la base, se pencher sur la bonne éducation avec beaucoup d'amour, ça pouvait être important. J'ai entendu parler de dogme. Et j'ai entendu dire que quand on crée un dogme, on devient esclave. Et quand on attend une récompense d'un dogme, on devient un mercenaire. Donc, et j'en viens à ma question à Madame, c'est, puisque apparemment vous avez tourné beaucoup autour de ça, qu'est-ce que vous pensez de la force de la prière intérieure? Voilà. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est que la prière intérieure? Il y a une espèce de mécanique qu'on met en place entre le corps, l'esprit et le cœur. Je pense que vous avez la réponse à la question et j'aurais très envie de vous demander, vous, ce que vous pensez de la force de la prière intérieure, parce que je trouve que c'est un très très beau concept. Je crois qu'on s'est compris. Je vous ai répondu. Merci, Madame. Et juste par rapport à ce que vous dites, je me permets une petite aparté. Moi, je vous invite, alors vous l'avez peut-être déjà lu, mais à lire les livres de François Cheng. Bien, mais écoutez, merci beaucoup de vos interventions, mais aussi de toute cette communication très forte sur l'humain finalement. Et c'est tout à fait dans le collectif ce que nous défendons. Donc voilà, donc je suis très heureux qu'on ait pu vous réunir tous les deux.